Salut, c'est Big Zero, salut les zéros. Bienvenue dans ce tuto sur Xparticles, une série de tutos. Donc voilà le numéro 2, on va se consacrer aujourd'hui aux émetteurs. Alors il y a plein de choses à savoir pour utiliser Xparticles et je savais pas trop par quoi il fallait commencer. Notamment il y a l'émetteur, il y a l'XP System, l'XP Group. Il faut connaître un peu tout ça pour pouvoir débuter tranquillement, mais enfin la base quand même c'est l'émetteur. Donc l'émetteur qui s'appelle XP Emitter est à la base de la génération de particules. Même quand on utilise le XP Painter qui permet de peindre des particules sur un objet, il va lui-même créer un XP Emitter qui va générer les particules dont on a besoin. Alors, il faudra voir aussi ce que c'est que le XP System, parce que ça fonctionne avec les émetteurs. Et on va essayer de jeter un petit coup d'œil en même temps aujourd'hui, et puis on regardera les groupes aussi, pour pas faire trop long. Allez, c'est parti. XP Emitter, donc, c'est un objet qui va permettre d'émettre des particules de Xparticles. Donc il suffit de cliquer dessus, ou par ici ou par le menu Xparticles XP Emitter, et là on crée un émetteur que l'on voit apparaître dans la liste des objets de la scène Cinema 4D ici. L'émetteur peut être activé, désactivé avec la petite case à cocher, la petite coche qu'on a là, désactivé, activé, et puis visible ou invisible, comme d'habitude sur tous les objets XP, les objets Cinema 4D. Alors par défaut, quand on clique sur XP Emitter, il nous crée un objet dont on a les caractéristiques ici, quand on le sélectionne. Il nous crée un objet qui a des propriétés de base qui sont les mêmes que la plupart des objets de cinéma 4D, c'est-à-dire un nom, un layer s'il appartient à un layer, c'est-à-dire un calque, parce qu'on peut grouper différents objets dans un calque pour les activer, les désactiver, c'est plus facile pour le travail. On peut le rendre visible dans l'éditeur, oui et non, ou par défaut. Par défaut, ça veut dire que ça dépend du calque dans lequel se trouve l'objet. Et on va pouvoir le rendre visible dans le moteur de rendu, ce qui n'a aucun effet ici, puisque notre objet n'a pas de surface. Ça n'est qu'une ligne vide. Use Color permet d'attribuer une couleur, par exemple sur On à l'objet. Voilà, je mets sur On, et je le mets par exemple en rouge, et là dans ma scène, non, je l'ai laissé en blanc, j'ai pas cliqué sur OK, j'ai cliqué sur Cancel. Voilà, dans ma scène là, on voit que mon carré là, mon émetteur qui est le carré que l'on voit là, est rouge. Alors Use Color, on va le remettre sur Off, on va laisser par défaut, il s'affiche en bleu. Unable, donc c'est la même chose que la case à cocher là en haut, on l'active, on le désactive, activer, désactiver, et X-Ray qui permet, comme tous les objets Cinema 4D, de voir un petit peu à travers en mode X-Ray, d'avoir une transparence pour continuer à voir la grille. Mais ici, ça ne sert à rien puisque l'objet est complètement vide. Alors si on le fait par exemple avec un cube, si je prends un cube et que je l'affiche en X-Ray, voilà, on voit en transparence, vous voyez, on voit mieux la grille à travers. On peut voir d'autres objets aussi. Si j'enlève le X-Ray, on ne voit plus en transparence. Donc je supprime ce cube et je reviens sur mon émetteur. Voilà. Donc ça, c'est les informations basiques. On a ensuite les coordonnées de base de mon objet. Avec ici P.X, P.Y, P.Z, qui sont la position en X, que je peux modifier là, en Y, en Z. On a ensuite la série S. S, X, Y, Z, qui sont le scale, l'échelle. Et on a les R Rotation qui permettent de pivoter sur les trois axes. Donc on va tout remettre à 0, en valeur par défaut, en cliquant avec le bouton droit sur les petites flèches. On organise aussi, comme tous les autres objets, la rotation, la position comme on le préfère. C'est-à-dire la priorité, est-ce que c'est la rotation, est-ce que la position est prioritaire sur la rotation, etc. Dans quel angle. Et puis on peut utiliser la rotation en quaternion, qui est un autre système. Au lieu d'avoir les rotations sur les trois axes, on va utiliser un autre système, mais ça c'est propre à Cinema 4D. Et puis freeze qui permet de tout bloquer.
On a ensuite dans l'onglet objet, l'objet lui-même, c'est-à-dire l'objet qui émet. Alors maintenant, si on démarre, si on fait play sur notre timeline, là je l'ai allongé à 200 images, si je fais play, voilà, on voit que mon objet émetteur, qui est un carré ici, émet des particules le long de sa surface, avec une certaine direction, une certaine vitesse. Donc ici dans la partie objet, c'est l'objet émetteur, c'est-à-dire quelle forme il a. Ici c'est un rectangle qui a la même largeur, la même hauteur, height and width, et je peux changer ses paramètres, largeur, hauteur. Alors, ces paramètres, largeur, hauteur, sont animables, et ils peuvent également être cumulés. Si par exemple je fais un émetteur large, si je vais dans le système de coordonnées, et que je change l'échelle, hop, et que j'émets, on voit que les particules sont émises sur toute la surface du rectangle, alors que ce rectangle a une certaine largeur donnée ici, 470 cm pour 100 cm de haut dans l'objet, mais que ce rectangle est modifié pour obtenir à nouveau presque un carré, ici dans les coordonnées scale. Donc faites attention suivant la taille de votre émetteur, parce que vous pouvez le modifier dans la taille de l'émetteur ici, dans l'objet ou dans ses coordonnées. Ça veut dire que vous pouvez le modifier aussi là, ok, avec les outils de mise à l'échelle. Donc faites attention, ça peut faire des trucs bizarres quand vous travaillez sur les deux en même temps. Allez, on va remettre ça, l'échelle à 1, on revient sur l'objet. Donc on a un rectangle ici, on va partir sur un simple carré. Donc voilà. Alors le plan d'émission, c'est-à-dire la façon dont les particules sont émises, est indiqué ici, emitter plane. On les envoie en Z+, c'est-à-dire sur l'axe des Z positifs. On peut l'envoyer sur le Z-. Je fais play, on va voir, voilà, les particules partent dans l'autre sens, etc. Donc on peut prendre un plan et puis émettre sur l'axe qui nous intéresse, sans avoir à pivoter l'objet qui sert à émettre. Comme vous l'aurez remarqué, quand on a commencé à jouer la timeline et à émettre des particules, si on change un paramètre après une pause et qu'on remet en marche, nos anciennes particules sont toujours là. Alors c'est une particularité de X-Particles, c'est qu'on ne va pas pouvoir revenir en arrière en fait simplement dans la timeline, sauf si on revient jusqu'au niveau 0 où là ça remet tous les paramètres à 0. Quand on avance, ça émet des particules, et quand on recule, les particules qui ont été émises ne sont pas supprimées. Et il y a même d'autres effets à ça, hein. Les transformations de particules, etc. Seront des comportements vraiment étranges quand on revient en arrière. Bien, on a un angle d'émission que l'on peut paramétrer ici. Alors vous voyez, depuis mon rectangle, on a un angle d'émission droite-gauche là, H angle. Donc ça doit être, je sais pas si c'est horizon angle, où on a une variation, mais on peut faire varier en vertical aussi. C'est pas horizon, c'est horizontal, excusez-moi, c'est aussi simple que ça. Voilà. Donc on peut émettre avec une variabilité. On va pas s'attacher à 3D. Offset, on peut éventuellement décaler l'émission par rapport à l'objet, ce qui n'a pas beaucoup d'intérêt. On a ici Initial State et on y reviendra. C'est-à-dire que quand on revient à 0, bon on n'y reviendra pas, on va le faire maintenant. Quand on revient à 0, on part de 0, donc on n'a pas de particules. Mais je veux par exemple pouvoir, on va dire, commencer à émettre des particules avec certains paramètres, et puis si je veux que ça ce soit mon état initial, j'ouvre la section Initial State et je clique sur Use Initial State et Set State.
Et maintenant, quand je reviens au début, voilà, si je reviens au début, dès que je fais play, hop, à la première image, mon état initial, c'est celui que j'ai enregistré avec set initial state. Et maintenant, je vais pouvoir continuer ma simulation, et puis je peux, par exemple, refaire set state, et là, à partir de l'image 1, l'état initial, c'est celui que j'ai enregistré. On peut faire clear state pour effacer l'état initial, ce qui reprend tout au début. Et on peut enregistrer avec save state un état initial. Et on peut, avec load state, récupérer un état initial. Alors, compressed, c'est la façon dont c'est stocké en mémoire et dans le fichier. Il vaut mieux utiliser compressed, bien sûr. On a ici une indication sur la quantité de mémoire utilisée. Donc, pour l'instant, on a vu que les 3 premiers onglets, Basic, Coordinates et Object. On va passer le plus gros morceau, je pense, enfin un des 2 plus gros morceaux, émission. Emission, c'est la partie où on va gérer l'émission des particules. Alors, au tout début, on a subframe emitter, ou subframe emission. C'est-à-dire que, est-ce que l'émetteur gère l'émission de particules pour chaque image, ou que pour chaque image, il va considérer quand même qu'il s'est passé du temps entre cette image et l'image précédente, et qu'il y a peut-être des particules qui ont été émises entre-temps. Donc par défaut, il vaut mieux laisser cocher ça, ça évite d'avoir, même si ça n'empêche pas de les avoir, ça évite d'avoir des espèces de bandes. Quand on a beaucoup de particules, on peut se retrouver avec un effet de banding. Alors on va pas le voir là, je vais essayer de remettre les angles à 0 pour voir si je l'obtiens. Bon, là par chance je l'ai pas, mais il y a des cas dans lesquels donc on obtient des effets de bande comme si à chaque image, boum boum boum, les particules étaient émises bloc par bloc, ou peut-être simplement si je l'enlève, ce subframe emission, voilà. Là, avec subframe emission, si j'enlève le subframe, vous voyez, les particules qui sont censées être émises pour chaque image sont vraiment émises à chaque image. Quand on active ça, Xparticles tient compte de l'interpolation, c'est-à-dire des particules qui ont été émises entre 2 images, qu'on voit apparaître bien sûr à l'image suivante. Bien, on va revenir là. Hop. Alors, ensuite, no control system, on va pas en parler maintenant, mais là on a le nombre maximum de particules. Par exemple, si je lui dis j'en veux maximum 200, je lance mon émission, voilà. Hop. Alors j'ai un initial state là qui est enregistré. Vous voyez, dès que je démarre, les particules sont là. Donc il faut que je retourne à Object et que je fasse Clear State ici. Maintenant je reviens, donc si je limite l'émission à 200, voilà, il en émet 200, et puis il s'arrête. Donc généralement, on indique ce dont on a besoin ici. Alors, ensuite, Count from Object. Je vérifie juste un truc pour pas vous dire de bêtises. Ouais, c'est-à-dire que quand on émet depuis un objet, et ça on l'a pas regardé, on va y revenir, on peut compter le nombre de particules que l'on souhaite depuis un objet que l'on va pouvoir indiquer ici. Voilà. On va peut-être pas y venir tout de suite, mais on va revenir en arrière parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas regardé. Bon, on a vu qu'il y avait ellipse, sphère. On n'a pas regardé sphère, mais voilà. Les particules sont émises depuis une sphère dans tous les sens. On peut déformer la sphère, bien sûr. On a box. Les particules sont émises depuis une box. Alors là, on a une émission, donc émission depuis une box
avec en edit mode donc random ou grid. Alors, si j'émets en grid et que j'indique une taille, ouais, c'est pas c'est pas très visible malheureusement. Voilà. Donc on va définir une grille par exemple de 20 cm, on va voir si ça marche. Voilà, on voit un petit peu que ça fait des... Bah, si je recule, on voit que ça fait des lignes. Hein, si je mets une grille de 40 cm, voilà, là on voit mieux. Les particules sont émises depuis la boîte, mais suivant une grille. Puis random, elles sont émises au hasard depuis les faces. Alors pourquoi les faces? Parce que juste en dessous, là, on lui dit qu'il faut émettre depuis les faces ou sur un certain axe uniquement. Ou chaque face. Retiming, on l'a pas encore vu, on va regarder ça. On a donc l'émission depuis un cylindre. Ok. Et la direction peut être radiale ou standard. Voilà. Le cylindre peut être un petit peu, je crois, il me semble qu'on peut émettre depuis le ring only, ouais. Voilà, donc là on émet, mais vous voyez c'est creux. Il me semblait qu'on pouvait émettre sous forme de cône aussi, mais bidirectional, donc on envoie depuis les deux directions du cylindre. Et puis on a le mode objet. Alors pour le mode objet, il va falloir indiquer un objet. Donc il faut d'abord en avoir un ou en créer un. Si je crée par exemple une capsule ici, que je déplace, que je reviens sur mon émetteur et que je prends ma capsule là en haut, mon objet, que je l'emmène ici dans le champ objet, voilà. Donc j'émets depuis un objet, lequel c'est l'objet capsule. Si je lance mon émission, voilà. Donc c'est bien mon objet qui émet. Et on va pouvoir émettre également de différentes façons. Alors dans l'objet, on peut utiliser une sélection également, hein, par exemple certaines faces d'un objet. En dessous, on a emit from, donc le centre des polygones, ou émission depuis les points de l'objet. Mon objet est constitué de différents points et on peut émettre depuis les points qui nous intéressent. Voilà, donc cet objet là il a quand même beaucoup de points, mais si je diminue voilà la qualité, on va voir maintenant. Voilà. Alors, ils sont non seulement émis, mes particules sont non seulement émises depuis les points, mais elles sont émises avec un angle qui est une moyenne entre les faces qui se trouvent autour des points en question, des points depuis lesquels on émet. Je reviens sur mon émetteur, donc émission depuis les points, émission depuis les edges. Edge, donc c'est les lignes qui composent mon objet. Est-ce que je peux réduire là? Voilà. Si j'ai une capsule, voilà, qui est composée de 3 révolutions, voilà. Là, on voit mieux que c'est émis depuis chaque ligne, chaque côté en fait. On revient à l'émetteur. Age, particle directions, func normal. Voilà, donc la direction, on peut gérer ici la direction des particules hein, pour leur émission. Si je reviens sur le mode point, func normal, c'est-à-dire que d'après la réflexion de l'objet, les particules vont être émises comme si elles s'éloignaient au plus vite de l'objet. Normal, donc c'est la normale de chacune des faces ou des points. Les normales, celles qui pointent généralement vers l'extérieur d'un objet, ou bien on peut indiquer un axe aussi, hein, partir de chaque point en indiquant un axe. Ça peut être pas mal pour donner à une météorite un effet, l'impression qu'elle avance. Voilà. Ok, donc on était revenu dans objet, émission, et maintenant, alors je vais repartir sur une émission standard depuis un cercle.
facile d'expliquer ce que j'ai à vous expliquer. Je vais supprimer la capsule, on réémet un petit peu, on revient à l'émetteur. On était dans Emission. Donc on a vu le nombre maximum de particules pour cet émetteur. Et puis en dessous, on a les paramètres d'émission. Donc Emission Mode, on a ici un rate, c'est-à-dire une quantité par seconde. On a donc la quantité par seconde ici, qui va être gérée là en bas dans Birth Rate. Par exemple, on peut avoir un birth rate, ici on en émet 1000 à la seconde, mais on peut en émettre 10 000. Voilà, on voit que la densité change. Et là, on peut indiquer que c'est 10 000 par seconde ou par frame. Donc ça peut être 10 000 par image, donc là, ça fait déjà beaucoup plus. Et puis il s'est arrêté parce qu'on est arrivé à la limite de nos 200 000 particules qui sont indiquées là en haut. L'autre façon d'arrêter l'émission, c'est d'indiquer, alors je vais revenir quand même sur une émission de 10 000 par seconde, c'est d'indiquer emit all frames, alors émettre pour toutes les images de la séquence. Si je le décoche, je peux indiquer une image de début, par exemple 20, et une image de fin, par exemple 50. Donc si je reprends au début, on va émettre de 20 à 50. Voilà. Là, on est loin de la limite, mais il s'est arrêté. Et puis, on peut indiquer par défaut une durée de vie, lifespan, pour les particules. Donc, si je décoche, alors là, c'est full lifespan. Donc, les particules vont vivre durant toute la durée de la séquence ici. Et si je décoche, je vais pouvoir indiquer, par exemple, une lifespan, c'est-à-dire une durée de vie, par exemple, de 50 images, 50 frames, avec une variation par exemple de plus ou moins 10. Enfin ici ça va être plus ou moins 5, une variation de 10. Si je veux plus ou moins 10, il faut que je mette une variation de 20. Et si je reprends, on voit là que les particules, quand elles arrivent à une durée de vie de 50 images, elles meurent, donc elles disparaissent. Et c'est environ 50. Donc si je mets par exemple 50 images plus ou moins 50, si j'allonge là ma timeline, voilà, je les émets, on arrive à 50, hop, elles commencent à mourir, et on voit qu'elles ne meurent pas toutes au même endroit. Il y en a qui meurent plus tôt et d'autres plus tard. Voilà pour le lifespan. Je peux mettre un lifespan à 20, vous allez voir, ça va commencer à mourir plus tôt. Alors, sachez que tous ces paramètres sont animables. On peut les animer. Donc, si je laisse la durée de vie en lifespan, mais que l'émission, non, la durée de vie, par exemple, on va pouvoir animer une durée de vie de 1 pour les premières particules. Donc, je clique sur le petit bouton là à côté. J'avance à 60. Et plus loin, je veux une durée de vie de 20. Et je recoche pour enregistrer. Voilà. Vous voyez, au début de la séquence, les particules meurent vite, et plus la séquence avance, et plus leur durée de vie est longue, jusqu'à 20. Donc ça c'est plutôt intéressant, parce qu'on va pouvoir par exemple programmer un truc aléatoire ici, ou quoi, ou qu'est-ce, reset. Alors là j'ai fait un reset all, mais c'est pas grave. Quoi que je peux revenir et puis faire reset to default sur le lifespan. Non, il est toujours enregistré, j'ai pas cliqué où il faut. Animation, delay track, voilà. Puis on va remettre full lifespan pour que les particules restent là. Là en dessous, on a bon, on a quand même dans le birth rate, la vitesse, on peut mettre la quantité de particules, on peut mettre une variation. Donc je peux lui en demander 10 000 à la seconde, mais avec une variation de plus ou moins 500 par exemple, ou de plus ou moins 1000 ou plus.
Donc on va avoir des moments où on aura plus de particules et puis d'autres moments où on en aura moins. C'est peut-être pas super, si on le voit un peu là, on voit, ça fait un petit effet de banding, ça fait des bandes, mais voilà, on voit que la naissance est variable. La quantité de particules par seconde est variable. Là on a no intersection, alors, et puis on va indiquer un radius. Alors no intersection, c'est pour que les particules ne soient pas émises trop près les unes des autres. Donc on active ça. Si je mets par exemple 2 cm, bon là ça ressemble à ce qu'on avait avant. Si je mets maintenant 8 cm, voilà, vous voyez, on a beaucoup moins de particules, parce que chaque fois qu'il émet des particules, il essaye de les placer au moins à 8 cm des autres. Sachant qu'en fait, il doit les créer, et celles qui sont trop près, il les supprime. Ce qui fait qu'il nous reste que ça. Donc on n'a pas la cadence indiquée, mais on respecte une distance. Donc j'enlève ça. Ensuite on a speed. Vous voyez que quand je fais play, les particules se déplacent avec une certaine vitesse qui ici est de 154 cm à la seconde. Si je mets 10, vous allez voir qu'elles vont aller beaucoup plus lentement. Ok. Et puis vous pouvez indiquer une variation. Alors, ça peut être par exemple vitesse 50, mais une variation de plus ou moins 50. Alors je vais reprendre au début. Voilà, vous voyez là, il y en a qui vont plus vite, il y en a qui vont moins vite. Ok. Alors je vais en mettre moins quand même. Voilà, comme ça on voit un petit peu mieux. Donc on était à la vitesse, et puis radius. Alors, chaque particule peut avoir un rayon. Enfin bon, chaque particule en fait c'est un point. Donc là c'était un rayon de 1 cm. Si je mets un rayon de 500 cm, ça change rien. Alors ça change rien dans ce mode de visualisation là. Mais on le verra un petit peu plus tard en détail, mais on peut jeter un œil dans l'onglet Display. On peut demander aux particules, ici dans Editor Display, de ne pas les afficher sous forme de dots, de points, mais par exemple sous forme de cercle. Si je les affiche sous forme de cercle, on a ça. Et alors, là, le rayon du cercle dépend du rayon de la particule que l'on indique ici. Par exemple, si je mets 200 cm, je vais revenir. Voilà, les particules sont plus petites. Alors ça va surtout servir si on a des calculs de collision éventuellement, mais surtout lors du rendu. Lorsqu'on va calculer notre image finale, on veut peut-être que nos particules, leur façon d'être rendue, d'être affichée à l'image finale, change par rapport à leur rayon. Et le rayon, on peut le traiter. On peut par exemple avoir un rayon variable. Ici, je mets un rayon de 2 cm avec une variation de 2. Donc certains vont être à 0 et d'autres vont être à 4. Voilà, là on dirait des bubbles, des petites bulles. Donc le radius va être utile, mais plus tard, généralement pas directement quand on travaille. Ensuite on peut avoir des variations d'échelle. Par exemple, on peut, si je mets 5 en scale X, mais ça va pas être représenté ici puisqu'elle s'affiche sous forme de cercle. Mais si par exemple, si je souhaite transformer mes particules en cubes, je peux leur donner une échelle et faire varier leur échelle x, y, z. Alors si je vais dans Display, et au lieu de les afficher en cercle, si je les affiche en box, voilà ce que ça donne. Donc dans ce cas-là, nos particules, enfin, l'échelle de chacune des particules a une incidence sur la taille de l'objet, enfin sur sa représentation. Alors excusez-moi, on va revenir en shading, voilà. Et puis box field en mode d'affichage. Voilà, comme ça vous voyez sans doute un petit peu mieux. Alors, donc ces box
puisque je les affiche, mes particules, sous forme de box, mais on verra plus tard qu'il y a différents modes. On a modifié l'échelle ici, dans l'émission, Basic Particle Data. On a une échelle en X qui est de 5, Y1, Z1. Alors ça aussi c'est paramétrable. On peut par exemple partir ici avec une échelle à 5, et puis quand on arrive à 40, on va lui dire que l'échelle est de 1. J'enregistre. Maintenant je vais jouer. Alors je vais peut-être en émettre un petit peu moins pour que ce soit plus visible. Voilà, vous voyez les premières qui sont émises sont grandes et celles d'ensuite sont plus petites. Idem, après on peut utiliser ces valeurs d'échelle aussi pour d'autres choses si on le souhaite. C'est juste une valeur qui est associée à chacune des particules. Chaque particule va contenir sa propre information de vitesse, son rayon, son échelle. On peut utiliser des variabilités dans les échelles aussi là en dessous. Et ces informations-là, stockées dans chacune des particules, vont pouvoir être utilisées ailleurs, que ce soit pour recalculer sa vitesse. Par exemple, je peux recalculer sa vitesse en fonction de son échelle en X, ou je peux faire varier sa couleur en fonction de l'échelle, du rayon ou autre. Ok, donc on va remettre ce paramètre Animation Delete Track, on va le remettre en standard. Radius, ok. Motion Inheritance. Alors, Motion Inheritance, en fait, c'est est-ce que la particule, quand elle est émise, est-ce qu'elle hérite de la vitesse de son émetteur? Si par exemple, j'enlève la variation dans la vitesse ici, alors je réémets mes particules, voilà, on voit qu'elles ont toutes une certaine vitesse. Maintenant, si je m'amuse à faire bouger mon émetteur, alors pour faire ça, on va faire un truc simple, on va ajouter un tag, on va faire un clic droit sur XP Emitter. On va aller dans les Cinema 4D tags, dans les tags par défaut, on a le Vibrate. Vibrate, vous allez voir, ça fait vibrer, normalement, mon objet. Ah oui, il faut que j'active par exemple Enable la position dans le Vibrate. Voilà, je vais le faire Vibrate de 50 cm en X et en Y. Par contre, je vais descendre la fréquence. Je vais mettre 0.6. Voilà. Ah, je vais mettre quelque chose de plus grand quand même. 150, 150. Voilà. Donc là, vous voyez, l'émetteur bouge, mais à chaque moment, à chaque instant où une particule est émise, elle est émise dans la direction originale, telle qu'elle est définie dans l'object, ici dans emitter plane, donc en moins z, ou non, on était en plus z, et elle est émise avec une vitesse qui est déterminée ici, dans speed. Alors si vous voulez pas, si vous avez besoin et que vous voulez pas jongler entre object, emission, object, vous pouvez appuyer sur Shift majuscule, vous cliquez sur, par exemple si vous êtes sur object, vous faites majuscule, vous cliquez sur émission, et là vous avez tout. Comme ça vous évite de faire des allers-retours. Donc on émet en plus Z à une certaine vitesse, speed, ici, voilà, je vais mettre 100. Bon, allez. Non, je vais revenir à 30 pour bien se rendre compte. Voilà, je vais refaire. Voilà, les particules sont émises alors que mon émetteur bouge. Maintenant, si j'active Use Motion Inheritance, là en bas, que je rejoue ma simulation, vous allez voir que voilà, à chaque fois que mon émetteur bouge, mes particules héritent de la vitesse de déplacement de mon émetteur. Donc, si je reviens dans mon tag Vibrate et que je le déplace par exemple en Z uniquement,
et que je donne à mon émission une vitesse de 0, voilà. Ici, les particules héritent simplement, parce qu'elles ont une vitesse originale nulle, héritent simplement de la vitesse de l'émetteur au moment où les particules sont émises. Ça permet de faire des jolis effets aussi. Alors, on a un speed blend, c'est-à-dire qu'il y a un ratio. On peut diminuer l'effet de l'héritage. Voilà. Ou l'augmenter, hein, si je mets 300. Voilà. Ok. Alors, est-ce que les particules héritent de la rotation également? Voilà. Alors, on peut jouer avec enable rotation avec une fréquence de 1 sur on va mettre au moins 60 degrés. Voilà. Alors maintenant on va enlever Stag. Je vais cliquer dessus et faire delete simplement. On va enlever l'héritage. Et puis on a une rubrique, alors plus complexe ici, hein, qui s'appelle Thinking Particles. On peut générer des particules qui vont être compatibles avec Thinking Particles. Et même si on n'a pas Thinking Particles, dans certains cas, notamment pour faire des exports de nos animations de particules avec alambic, par exemple, ça peut être utile, ça, mais on y reviendra dans une rubrique dédiée. Et puis, Particle Depth. Alors, on a vu plus haut qu'on pouvait indiquer full lifespan, que nos particules vivent durant toute la durée de la séquence. Mais si c'est pas le cas, si par exemple elles ne vivent que 20 images, on va pouvoir indiquer une action ici, en créant une action, et on verra ça aussi plus tard dans un tuto dédié aux actions. On va pouvoir créer une action pour indiquer ce qui se passe, parce qu'il peut se passer quelque chose au moment où la particule meurt, et on le fera ici. Voilà, ensuite, alors Extended Data, là on change carrément de rubrique. En plus de tout ce que l'on a déjà comme information, de vitesse de position, de rotation, etc., on peut, enfin de rotation non, pas encore, mais on peut stocker d'autres informations dans les particules, dans chacune. C'est ce qu'on appelle en général du PPP, c'est Per Particle Property, des propriétés qui sont propres à chacune des particules et que l'on va pouvoir utiliser d'une façon ou d'une autre. On peut associer, on peut gérer par exemple les rotations random, ou faire en sorte que les particules fassent toujours soient toujours orientées face à la caméra. Oups, j'ai trop zoomé. Vous voyez, elles ont toujours la même orientation par rapport à la caméra au moment où j'ai émis. Si je tourne et que j'émets, hop, vous voyez, toutes les particules là me montrent leur face par rapport à la position de la caméra qui les regarde. Et ici on voit bien qu'elles sont toutes orientées vers un point qui se trouve plus haut et qui était le point où se trouvait la caméra au moment où j'ai lancé la simulation. Alors, on va pas trop rentrer dans les détails, mais on a toutes ces propriétés physiques comme la masse, la température. Smoke, fuel, fire, ça va nous servir si on utilise ces particules dans des simulations avec des convections où les éléments les particules vont bouger d'après les variations de température, par exemple, qu'il peut y avoir entre les différentes particules ou les différents corps présents. Groups, alors ça c'est intéressant, mais on va y venir après. On va d'abord regarder display, donc on a déjà vu un tout petit peu. On peut choisir la façon
dont l'émetteur d'abord est affiché, ça, on l'a vu, il peut être green, hein, c'est sa couleur ici. On peut l'afficher en orange, ici il change de couleur, ça permet par exemple de différencier différents émetteurs quand on en a plusieurs. Show particles, bon bah c'est simple, hein, je les montre ou pas, quoi. Display constraints, c'est si notre émetteur est contraint par d'autres systèmes, on va pouvoir les afficher ou pas. Fast mode, alors voilà, c'est un raccourci qui évite de perdre les différents paramètres qu'on a dans les affichages. Quand on met fast mode, hop, il s'affiche sous forme de points le plus rapidement possible. C'est bien quand on a des millions de particules. Joe emitter, donc est-ce que j'affiche l'émetteur ou pas? Là pour le coup l'émetteur c'est le cercle bleu là, donc je l'affiche ou pas. Joe emitter origine, voilà c'est la même chose, j'affiche une petite croix là au centre de l'émetteur, une petite croix bleue que je peux mettre ou pas, et on a aussi un petit trait bleu qui dépasse là et qui nous indique voilà, qui nous indique la direction dans laquelle les particules vont être émises. Load, on verra ça plus tard. Display size factor, on peut utiliser un facteur d'agrandissement, réduction. Voilà, plus grand, plus petit. Alors ça sert uniquement au travail, ça n'a pas d'incidence lorsque l'on fait le rendu. Alors, LOD, en fait, c'est la quantité de particules à afficher par rapport à ce qui est réellement calculé. Par exemple, si j'émets maximum 2 millions, et si j'en émets au lieu de full lifespan, au lieu de 45 à la seconde, si j'en émets 200 000, voilà, si je fais play, vous voyez c'est quand même lent, hein. Cloc, 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 hop, puis ils disparaissent parce qu'ils n'y arrivent plus. Dans display, je peux choisir la quantité, par exemple là je ne veux en voir que 1%. Donc là je n'en vois que 1%, mais il fait quand même le calcul sur toutes les particules. Ce qui fait que bon, ça permet d'éclaircir parfois notre affichage. Donc là je vais réduire le rayon, je vais descendre le rayon à 0.3. Ça permet d'éclaircir un petit peu notre affichage, mais ça accélère pas les choses, pas vraiment. Birth rate, si je descends à 200, voilà. Donc là j'ai des particules qui sont émises. Bon, je vais remettre un rayon de 1 cm. Par contre là je ne les vois pas toutes, hein, dans display là sur LOD, limite je sais plus quoi. Voilà, si je mets à 100%, là je les vois toutes. Mais la vitesse de simulation est la même, si ce n'est qu'on gagne un tout petit peu ici parce que il n'a pas besoin de les afficher toutes. Si on diminue, hein, on gagne. Voilà, ça permet parfois d'éclaircir un peu des situations. Transparency, ben, comme son nom l'indique, hein, voilà, les particules peuvent être affichées en transparence. Ensuite, donc, éditeur display, c'est-à-dire dans l'éditeur ici, on peut afficher nos particules de différentes façons. Ça peut être des box, des points. Ticks. Alors ticks, ce sont des petites croix qui vont être plus ou moins allongées, hein, suivant la vitesse aussi. Axes, donc c'est les axes X, Y, Z de chacune des particules. Etc., etc. Vous pouvez vous amuser avec. En général, on utilise dots, on utilise circle quand on a besoin de se rendre compte du diamètre. On utilise lines quand on a besoin de se rendre compte de la vitesse ou de la direction. Pour le reste, arrow, ça c'est plus d'un point de vue pédagogique. Voilà,
Raw, alors là vous voyez elles sont toutes tournées vers la caméra en fait, parce que je suis toujours ici dans Extended Data, Use Rotation Face Camera. Voilà, je vais l'enlever. Voilà. Donc là les flèches nous indiquent leur direction, et éventuellement leur vitesse. Si je vais dans Emission, Speed, que je mets une variabilité dans la vitesse d'émission. Voilà. Toujours dans Display. Alors ensuite, après la forme, et on peut aussi utiliser None, hein, à un moment, hop, si on veut pas les voir, on met None. Donc là, j'ai bien des particules qui sont émises, mais je ne les vois pas dans l'éditeur. J'avoue que moi, j'ai un petit faible pour Dots et pour Lines. Voilà. Excusez-moi, une petite toux. Ensuite, dans Color Mode, on a le Single Color, c'est-à-dire afficher les particules d'une couleur. C'est la couleur qui est sélectionnée actuellement ici, là en vert. Voilà, je peux lui dire en bleu. Hop, je relance et les nouvelles seront en bleu. Au lieu de Single Color, on peut utiliser Random. Donc là, on a des couleurs aléatoires. J'espère que vous voyez bien. On a Gradient Random, donc un dégradé qui est défini là, du bleu au blanc. Et puis, chaque particule va avoir une couleur aléatoire dans ce dégradé. Alors, bien sûr, on peut ajouter des couleurs. On peut modifier le dégradé comme on le souhaite. Voilà. Alors cette couleur sert à l'affichage ici et va pouvoir servir également, je dis bien, c'est si on le souhaite, va pouvoir servir lorsque l'on fait un rendu en cliquant sur Render View. Pour l'instant j'ai rien, mais ça fera partie d'un autre tuto. Ou si je clique sur ce rendu là aussi, vous voyez qu'on n'a rien. Bien. Donc les couleurs, maintenant on a aussi le mode Gradient Parameter. Donc je peux utiliser le dégradé que j'ai là, bleu, au jaune, au blanc, et je peux associer ce dégradé à un paramètre qui est là en dessous, Gradient Parameter. Par exemple à l'âge. Alors, a priori là, sur mes particules, d'après l'émission, j'ai Full Lifespan. Donc je sais que la durée de vie des particules, c'est toute la durée de ma composition. Donc je vais redescendre la durée par exemple à 100 et maintenant mes particules vont être colorées d'après leur vie, c'est-à-dire bleu quand elles sont jeunes, ensuite jaune à la moitié de leur vie et puis blanc quand elles arrivent à la fin, c'est-à-dire à la fin de la séquence. Voilà. Je vais rejouer, je vais essayer d'arrêter avant la fin. Voilà. Donc celles qui sont plus loin sont blancs, celles du milieu sont jaunes et celles du début sont bleues. On peut utiliser l'âge, mais on peut utiliser la vitesse également. Si on a des particules dont la vitesse est variable, et puis on va indiquer, alors on retourne voir dans émission, puisque là on a une vitesse, par exemple speed je vais mettre 50, variabilité je vais mettre 50, donc je sais que la vitesse moyenne c'est 50. Mais si j'ai une variabilité de 50, je vais avoir des particules qui vont avoir une vitesse ridicule, proche de 0, et d'autres qui vont avoir une vitesse proche de 100. Donc ici on voit les particules les plus rapides, puisque si je reviens dans Display, mon dégradé, en mode Speed, je l'utilise en partant du minimum vitesse 0 au maximum vitesse 100. Si je lui dis que le maximum de vitesse est 50, c'est toutes les particules qui vont à 50 ou plus seront blanches. Voilà ce que ça donne. Donc on a beaucoup de particules blanches, on a quelques jaunes, et puis on a quelques bleus ici. Si je les affiche peut-être dans Display sous forme de boxes, on les verra peut-être un peu mieux. Voilà. Ok. Et donc on peut utiliser n'importe quel paramètre ici, par exemple le rayon également. Si j'ai un rayon qui va de 0 à 2, ici de 0 à 2, et que dans l'émission je génère un rayon qui va de 1 avec une variabilité de 1, c'est-à-dire de plus ou moins 1, je vais pouvoir colorer, et non pas colérer, je vais pouvoir colorer mes particules en fonction de leur rayon. Les plus petites sont bleues,
Celles de taille moyenne sont jaunes et celles de grande taille sont blanches. On peut utiliser la masse. Vous avez vu que c'est un paramètre que l'on a dans les Extended Parameters. Ici, on a des propriétés physiques, la masse, la température. Donc, c'est des paramètres que l'on peut utiliser aussi. HUD display maintenant, voilà, show HUD. HUD c'est head up display, vous savez, c'est les affichages que les pilotes d'avion utilisent pour voir des données à travers le cockpit. Donc si j'active le show head up display, j'ai ici en haut de l'écran des informations qui m'indiquent pour mon émetteur quels sont le nombre de particules que j'ai en live à l'écran et quelle est la quantité de particules qui me reste avant d'atteindre le max que j'ai indiqué dans la rubrique Emission Max Particles ici. Je reviens en display. Voilà, et on a donc des compteurs là, Head Up Display qui évoluent. En fonction de la quantité de particules que l'on a à l'écran. Only show if selected, donc le compteur ne s'affiche que si mon système de particules est sélectionné, que si mon émetteur est sélectionné. Show particle index, alors là on va pouvoir afficher pour chaque particule son numéro d'index. Waouh, voilà, c'est carrément la panique. Ça c'est utile si vous n'en émettez que quelques-unes, parce que je vous assure que ça ralentit énormément. Voilà, vous voyez, chaque particule a son petit numéro affiché. Donc ça ralentit énormément l'affichage, à utiliser vraiment avec parcimonie, et faites attention de ne pas cliquer dessus si vous êtes au milieu d'une simulation et que vous avez des millions de particules. Si vous cliquez dessus, il va falloir attendre un moment avant de pouvoir recliquer pour désactiver ça. Et alors, show particle index ou show particle data, quand vous activez l'index, vous pouvez par exemple choisir d'afficher également l'âge. Vous pouvez choisir d'afficher l'âge en frame, en secondes, d'afficher pour chaque particule le rayon. Bon, je vous cache pas que je ne m'en suis jamais servi. La couleur du texte, la couleur du fond de texte, l'opacité du texte. Si vous voulez que ce soit plus ou moins transparent, plus ou moins visible. Et puis la position du texte par rapport à la particule. Notamment là c'est la position du texte là en haut à l'écran, mais je croyais qu'on pouvait définir, non excusez-moi, c'est la position du Head-Up Display. J'ai cru qu'on pouvait définir la position de chaque texte par rapport à chaque particule. Bon, là on a fait le tour de l'onglet qui s'appelle Display. Rapidement sur l'onglet Questions. Questions, en fait ça va permettre pour l'émetteur de poser des conditions et de dire, par exemple, je crée une question, et dans cette question, je dis, si ma particule a une vitesse supérieure à tant, tu vas faire ci ou ça. Ce sera l'objet d'un autre tuto. Et ces questions peuvent être posées soit à chaque fois que X particules recalcule la position d'une particule, ou alors ça peut être fait à un instant choisi. Ou alors ça peut être fait, cette question peut se poser sur toutes les images, à chaque fois que X particules recalcule la position de chacune des particules. Les modifieurs, alors là c'est tous les modifieurs associés à l'émetteur, ou plutôt c'est un système qui va permettre, si on modifie la position des particules avec un modifieur, par exemple on va déplacer certaines particules avec du vent, avec une gravité, etc. On peut inclure ou exclure un certain nombre de modifieurs pour cet émetteur là. J'utilise plus trop l'exclusion ici, je préfère maintenant que ça existe, depuis la version 3, travailler avec des groupes. Donc on a only modifiers in the same system aussi, là en case à cocher, et ça on le verra quand on parlera dans un autre tuto des systèmes. Only deformers in the same system. Donc là on a les modifieurs et là on a les déformeurs. Ce sont deux choses différentes que l'on verra. C'est un tas de choses que l'on a ici dans la liste des modifieurs et des déformeurs.
Editing, ou alors là, on va pas regarder ça, c'est vraiment plus pointu, ça fera peut-être l'objet d'une information spéciale dans un tuto dans lequel je vous expliquerai précisément comment faire ci ou ça. Et puis dans Advanced, c'est deux paramètres simples, hein, Trading. Alors Trading, c'est est-ce que Xparticles pour cet émetteur utilise tous les corps ou les processeurs disponibles dans votre ordinateur, ou est-ce qu'il en utilise qu'un. Ensuite, Random Seed. Alors Random Seed, c'est si vous avez par exemple deux émetteurs que vous voulez avoir exactement les mêmes paramètres, il vous suffit de dupliquer l'émetteur, mais vous voulez que tout le comportement général soit même, mais que l'émission des particules soit un petit peu différente, et ben vous changez la petite graine qui fait tout le côté aléatoire, la seed. C'est une valeur de base qui est utilisée pour tout ce qui est aléatoire. Donc ça c'est utile par exemple quand vous faites des calculs multipass pour générer plein de particules. Si vous avez besoin de 20 millions de particules, vous allez préparer ce qu'il faut pour 1 million. Vous allez utiliser un certain random seed ici. Vous enregistrez votre animation, puis vous revenez sur votre émetteur, vous changez ce seed et vous recalculez une nouvelle animation pour ce nouveau million de particules que vous rajoutez au précédent que vous avez mis en cache, par exemple. Que vous pouvez mettre en cache ici ou mettre dans un cache pour Krakatoa, ou que vous pouvez exporter. Vous pouvez exporter une anime avec 1 million de particules, une autre anime légèrement différente, c'est-à-dire que chaque particule naîtra à des endroits et des paramètres de vitesse, etc. différents. Vous exportez tous vos fichiers, million par million, et ensuite vous les réunissez dans une seule scène. Et on avait dit qu'on jetait un petit œil au groupe, voilà. Vous avez un bouton là en bas, dans la section groupe, Create and Add Group. Vous pouvez pas cliquer là, ça crée un groupe. Donc ça rajoute un objet groupe là en haut, hein, Particle Group 1. C'est la même chose que de cliquer sur le groupe ici, sur XP Group. Donc ici j'ai créé un autre groupe manuellement depuis la palette, mais si je retourne là, il s'avère que quand j'ai cliqué sur ce bouton Create and Add Group, il a créé le premier groupe, le groupe 1, et il a affecté des particules au groupe 1. Et on voit que le groupe 2 n'est pas là puisque je l'ai créé en manuel à côté. Néanmoins, je peux prendre maintenant ce groupe 2 et l'amener ici. Donc, mes particules, là, quand elles sont émises, elles vont pouvoir être associées à des groupes et je vais lui dire comment. Ici, random, c'est-à-dire que chaque particule, quand elle va naître, va être associée aléatoirement à un groupe ou un autre. Alors, c'est intéressant, je vais dans le display quand même et je vais enlever l'affichage des index. C'est intéressant parce que maintenant, dans les groupes, si je fais play, ça ne fait aucune différence par rapport à avant. À un détail près, vous voyez qu'on a des particules qui sont affichées différemment là. C'est parce que dans le groupe 2, les particules qui sont aléatoirement affectées au groupe 2, elles ont ici dans le groupe 2 des paramètres d'affichage différents. Celles du groupe 1 ont hérité parce que j'ai cliqué sur le bouton là en bas, Create and Add Group. J'ai cliqué sur ce bouton depuis les groupes de l'émetteur, mais pour le groupe 2 que j'ai créé à la main en cliquant sur le bouton là et qui n'a pas hérité des paramètres de l'émetteur, on a les paramètres par défaut. Donc on a les dots, alors je vais mettre par exemple circles red. Voilà. Et on voit maintenant qu'on a des particules qui sont affectées à un groupe ou un autre. Alors les groupes sont intéressants parce que quand on utilise des transformers comme une turbulence, alors ici, j'espère qu'on va le voir, mais il me faut plus d'images, donc je vais en mettre 400 sur ma séquence. Voilà. Ici, j'ai ajouté une turbulence, alors on voit, j'espère que vous voyez bien que les particules rouges, je peux quand même mettre une couleur peut-être un peu plus claire, peut-être un bleu ciel, j'espère qu'on les verra mieux. Voilà, on voit que les particules bleu ciel et que les particules jaunes sont soumises à la turbulence.
Mais on va pouvoir, par exemple, dans la turbulence, dans Groups Affected, lui dire non, bah, cette turbulence affecte le groupe 2. Voilà, donc là le groupe 2 est affecté, mais pas le groupe 1. Alors si on met rien dans les groupes, par exemple d'une turbulence ou d'un autre mode modifieur, par défaut ça s'applique à tous les groupes, ou tous les émetteurs. Une fois qu'une particule est rentrée dans un groupe, quelque part elle appartient plus à l'émetteur. C'est-à-dire que vous pouvez également si vous avez une turbulence, elle va s'appliquer aux particules qui appartiennent à des groupes, puisque les particules ont été affectées à des groupes. Mais puisque l'émetteur affecte ces particules à des groupes, turbulence n'a plus d'effet sur l'émetteur, puisqu'il n'y a plus de particules dans l'émetteur. Alors vous pouvez affecter à des groupes de façon aléatoire, de façon séquentielle, c'est-à-dire que à chaque fois que l'émetteur émet des particules, la première va appartenir au groupe 1, la deuxième au groupe 2, la troisième au groupe 3, et si vous avez 3 groupes, la quatrième au groupe 1, au groupe 2, au groupe 3, etc. Ça peut être un petit peu plus compliqué que ça, puisque vous pouvez les affecter à des... Vous pouvez utiliser un gradient pour décider de la façon dont les un gradient, un dégradé pour décider de la façon dont les particules vont être affectées à des groupes ou pas. Et vous pouvez, option étrange, indiquer first group only. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour là sur l'émetteur. Bien sûr, il y a d'autres choses à savoir, parce que l'émetteur en tant que tel, ok, il me fait des particules, mais si je veux les voir, ces particules qu'on a vues, ben, il va falloir que j'utilise et que je crée. Alors je vais mettre ça un peu plus haut. Il va falloir que je crée dans les Material Shaders un X-Particle Material, que je l'affecte ou à mes groupes, ou au moins à mon émetteur, pour pouvoir maintenant, si je calcule une image, voilà, avoir un aperçu. Donc là je lui ai affecté un shader, donc maintenant je peux voir mes particules dans le rendu, et là aussi il y a énormément de choses à savoir, notamment dans le shader qui dispose de plein de paramètres. Couleur, transparence, taille, etc. Sachant que la couleur peut être déterminée par la vitesse, le diamètre, etc. Ça va faire l'objet d'un tuto complet. Là, on en est déjà à 1 heure, donc je vous ferai quand même un petit tuto, je pense, ensuite sur les XP Systems. Allez, je vous salue et à très bientôt pour la suite. Ciao.